Wendy's vend 83 millions de portions de chili chaque année. Cela suffit pour remplir 8 piscines olympiques et demie. Ce n'est pas vraiment une image que quelqu'un demande, mais nous y voilà. Ce qui est étrange, ce n'est pas le chiffre, c'est ce qu'est réellement le chili. C'est le hamburger invendu de la veille, découpé, congelé, puis transformé en ragoût. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute logique, c'est l'une des meilleures choses de cette chose du menu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le chili de Wendy's ne devrait pas fonctionner, mais fonctionne quand même. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Weird History Food. Laissez aussi un commentaire pour nous dire quels accompagnements de fast-food vous souhaitez découvrir. D'accord, sortez les piments fous du Guatemala parce qu'on va préparer du chili. L'homme derrière Wendy's n'était pas un candidat évident pour devenir une icône du fast-food. Dave Thomas est né en 1932 à Atlantic City, dans le New Jersey, adopté à l'âge de 6 semaines et élevé à Kalamazoo, dans le Michigan. Ses premières années furent difficiles, ce qui forge le caractère selon ceux qui ne l'ont pas vécu. Sa mère adoptive est morte quand il avait 5 ans. Son père s'est remarié 2 fois avant les 10 ans de Dave, et la famille déménageait souvent selon les chantiers. Il a quitté l'école après la seconde pour travailler dans un restaurant à temps plein, ce qu'il a ensuite qualifié de sa plus grande erreur. Il a obtenu son équivalent du baccalauréat dans la soixantaine, alors que Wendy's était déjà une marque mondiale illustrant soit l'apprentissage continu, soit que l'éducation formelle est souvent optionnelle avec assez de travail, voire les deux. La restauration était la seule constante. Thomas a gravi les échelons de l'industrie pendant des années. Cuisinier de restauration rapide, assistant gérant, superviseur de cantine militaire pendant la guerre de Corée, avant d'obtenir une mission décisive au début des années 60. Redresser 4 franchises Kentucky Fried Chicken en difficulté à Columbus, dans l'Ohio. Il les a rendues rentables. Son mentor à cette époque était le colonel Harlan Sanders lui-même, que Thomas décrivait comme quelqu'un qui savait attirer l'attention, principalement en vous passant un savon. Je vais te laver la bouche avec du poulet tendre et juteux. Essaie, tu verras. En 1968. Thomas a revendu sa part dans ses franchises au siège de KFC pour $1,5 million de dollars, soit l'équivalent d'environ 14 millions en 2026. Il avait 35 ans. Il a pris l'argent, a laissé le poulet frit derrière lui et s'est focalisé sur les hamburgers. Il a goûté un burger de McDonald's et n'a pas été impressionné. Comme il l'a dit plus tard, c'était zéro. Il voulait quelque chose de frais, préparé à la commande avec de vraies garnitures. Un burger qui traitait le client comme un adulte. En 1969, il a ouvert le premier Wendy's Old Fashioned Hamburgers à Columbus, dans l'Ohio, et l'a nommé d'après sa fille. En quelque sorte. Son vrai nom était Melinda Liu, mais ses frères et sœurs, ne pouvant le prononcer, l'appelaient Wendy. Thomas a ensuite regretté le choix du nom, car Wendy, sa fille, a perdu sa vie privée lorsque la chaîne est devenue mondiale, beaucoup pensant qu'elle en était la porte-parole. Dave Thomas a bâti un empire mondial. Wendy Thomas a eu des inconnus qui lui demandaient si c'était elle, la fille aux couettes. Les burgers étaient au carré, ce qui n'était pas un hasard. Thomas gardait de bons souvenirs des steaks hachés carrés chez QP Hamburgers à Kalamazoo. L'idée était que les coins carrés dépassant du pain rond font paraître le burger plus gros et généreux, bien que la quantité de viande soit la même. Cela servait d'argument de vente. Le menu original comptait 5 articles. Burger, frites, soda, frosty et chili. Le chili coûtait 55 centimes, soit le même prix qu'un burger simple. Le jour de l'ouverture, toute l'opération fonctionnait avec 3 employés. Dave Thomas était l'un d'eux. Une autre était une femme nommée Gloria Ward Sophie, qui était à la fois la comptable, la caissière et la personne qui préparait le chili. Quant au 3e employé, l'histoire, dans un rare élan de modestie, ne semble pas l'avoir noté. Ce qui soulève la question évidente, pourquoi du chili ? McDonald's n'en propose pas. Burger King n'en a jamais eu. Très peu de grandes chaînes de restauration rapide ont tenté d'en proposer. Il faut le mijoter, le servir à la louche et quelqu'un pour le préparer vraiment. Pourtant, Wendy's l'a proposé avant de servir son premier burger. Il y a une raison à cela, mais il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment le chili. Pourquoi les gens ont-ils des opinions si tranchées à son sujet ? Le chili est l'un de ces plats qui semblent anciens et inévitables, comme s'ils avaient toujours existé. Ce n'est pas le cas. C'est aussi l'un de ces plats qui suscitent des débats passionnés, disproportionnés par rapport à l'enjeu. Après tout, ce n'est qu'un ragoût. Et pourtant, l'histoire la plus largement acceptée situe les origines du chili à San Antonio, au Texas, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Au cœur de cette histoire se trouve un groupe de femmes appelées les Reines du Chili,
À partir des années 1860 et jusqu'au début des années 1940, ces femmes, majoritairement mexicano-américaines, installaient chaque soir des stands de nourriture sur les places du centre-ville de San Antonio, préparant et servant du chili con carne, des tamales et des enchiladas jusqu'à l'aube à la lumière des lampes. Des tables, des nappes colorées, des musiciens ambulants. Un grand bol de chili avec une tortilla coûtait 10 centimes. Les reines du Chili attiraient tout le monde. Banquiers, cow-boys, touristes de l'Est qui n'avaient jamais rien goûté de tel. Stephen Crane écrivait en visite dans les années 1890, décrivit le Chili comme ayant le goût de briques de feu pilées issues des enfers, ce qu'il voyait comme un compliment. Oh! Henry appelait les places un carnaval et une saturnale. Lorsque les chemins de fer sont arrivés à San Antonio en 1877, les visiteurs ont commencé à venir spécialement pour manger le chili. La ville a fermé définitivement les stands des reines du Chili au début des années 1940 pour des raisons sanitaires. Une décision motivée, selon les sources, à parts égales par de véritables préoccupations sanitaires et par la pression de restaurateurs ayant un établissement en dur qui supportaient mal la concurrence. Quoi qu'il en soit, les femmes qui avaient essentiellement introduit le chili con carne dans la culture américaine grand public avaient disparu. Le plat qu'elles avaient créé, lui, est resté. Lorsque le Chili s'est propagé vers le nord et l'ouest du pays au début du XXe siècle, il avait déjà commencé à se diversifier. La version arrivée dans le reste du pays incluait des haricots. Comment voulez-vous votre chili, lieutenant ? Avec ou sans haricots ? Ce n'est pas un chapeau de haricots, mais je m'en passerai. D'accord. Les haricots ont été ajoutés pour le volume, parce qu'ils étaient bon marché, et parce que loin du Texas, plus personne ne fait appliquer quoi que ce soit. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Le Texas n'a jamais pardonné les haricots. Dans les concours de chili officiels organisés par des associations comme l'International Chili Society et la Chili Appreciation Society International. Oui, ces deux organisations existent, et oui, elles sont sérieuses. Mettre des haricots dans le chili rouge traditionnel entraîne une disqualification immédiate. Le règlement officiel de l'ICS définit le chili traditionnel comme étant composé de viande, de piments rouges, d'épices et de liquides. Les haricots et les ingrédients non végétaux comme le riz et les pâtes ne sont pas autorisés. Point final. Tu veux un peu de chili fait maison ? Il y a des haricots dedans ? Oui. Alors ce n'est pas du chili. Le vrai chili n'a pas de haricots dedans. Mais tu viens d'un pays étranger, donc ton ignorance est pardonnée. En 1977, le Texas a officiellement désigné le chili con carne comme plat officiel de l'État. La résolution le décrit comme un ragoût piquant et épicé fait de bœuf, de piment chili et d'autres assaisonnements. Tu remarques ce qui n'est pas mentionné dans cette description ? Eh bien, l'absence de haricots n'était pas un accident. Ce qui nous ramène à Wendy's. Lorsque Dave Thomas a ajouté du chili à son menu en 1969, il y a mis des haricots. Il y a mis des légumes entiers. Il l'a rendu plus liquide. Selon les puristes texans, ce que sert Wendy's n'est pas du chili. C'est, pour être généreux, une interprétation très libre. Si l'on est moins généreux, c'est une soupe au hamburger. Et il s'en vend 83 millions de tasses par an. Toute l'histoire du chili chez Wendy's a en fait commencé à cause d'un problème de déchets. Dans n'importe quelle cuisine de fast-food, il faut cuisiner à l'avance, ce qui veut dire que certains jours, on prépare plus de burgers qu'on en vend. Pour la plupart des chaînes, c'est une équation simple. Les steaks restants vont à la poubelle. Thomas, cependant, a regardé un plateau de bœuf cuit invendu et a eu une idée différente. Il les a découpés, congelés et a décidé qu'ils serviraient pour le chili du lendemain. Tu dois révéler le secret de ce chili fabuleusement savoureux. Il n'y a pas de secret, pas pour moi. C'était une idée intelligente, réduire le gaspillage, ajouter un nouvel élément au menu et offrir aux clients quelque chose de chaud et rassasiant que personne d'autre ne proposait. Thomas a dit plus tard qu'il savait qu'il voulait du chili au menu avant même l'ouverture du premier restaurant. Il n'avait tout simplement pas encore de recette. Cette recette a été élaborée dans sa propre cuisine. Sa femme, Lorraine Thomas, et leur amie Charlotte M. Key ont organisé de véritables marathons culinaires jusqu'à trouver une recette efficace. C'est à peu près la même recette que Wendy utilise aujourd'hui. Thomas était aussi très transparent sur ses ingrédients. Alors que la plupart des chaînes de restauration rapide gardent leurs recettes secrètes, il a publié la sienne dans un livre de recettes caritatif, Colorado Cooks for Education. Les ingrédients: bœuf haché, jus de tomate, purée de tomate, haricots rouges, petits haricots rouges, oignons, céleri, poudre de chili, cumin, poudre d'ail, sel, poivre, origan, piment de Cayenne et sucre. Ça ressemble au garde-manger d'un cuisinier amateur. Ça paraît presque désuet. Et il s'avère que ce n'est pas toute l'histoire. Ce que Thomas a publié et ce qui entre réellement dans le chili de Wendy ne sont pas exactement la même chose. La liste officielle des ingrédients inclut un exhausteur de goût non mentionné dans le livre de recettes.
Il est composé de dextrose, de sel, d'extrait de levure, de dioxyde de silicium et d'amidon de maïs modifié. Le dextrose ajoute une touche de douceur. L'amidon de maïs modifié épaissit le tout, mais l'extrait de levure est le vrai moteur de cette liste. L'extrait de levure est une source naturelle de glutamate, les mêmes composés responsables des effets du glutamate monosodique. Le glutamate monosodique a eu une mauvaise réputation injustifiée aux États-Unis, principalement à cause des préjugés envers la cuisine chinoise plutôt que de véritables raisons scientifiques. En réalité, il renforce l'umami, cette qualité profonde, savoureuse et enveloppante qui fait que les aliments ont davantage le goût d'eux-mêmes et donne envie de continuer à en manger au-delà du raisonnable. Ce n'est qu'un aliment hydrosoluble. Eh bien, je cuisine ce truc. Je suis complètement arrêté. Combiné au reste de l'exhausteur de goût, c'est ce qui donne au chili de Wendy ce qu'un critique culinaire a appelé son côté irrésistible, mais au sens d'un produit de masse. Rien de tout cela n'est malveillant. Beaucoup d'aliments emballés et de plats de restaurants fonctionnent de la même façon, mais cela explique bien quelque chose que les amateurs du chili de Wendy ont probablement ressenti sans pouvoir mettre un nom dessus. Une tasse de bœuf et sauce tomate recyclée a cette odeur particulière dès qu'on la pose devant vous pour une raison. Cependant, tout le monde n'est pas impressionné. Les puristes du chili, déjà connus pour leurs opinions, trouvent à redire à la version de Wendy qui contient 2 sortes de haricots et des légumes entiers. Elle est plutôt liquide que épaisse, ce qui la rapproche davantage d'une soupe aromatisée au chili que de ce qu'un Texan appellerait du chili. La Société internationale du Chili la disqualifierait immédiatement et lui demanderait probablement ensuite de quitter les lieux. Chili du bras biblique, hein? 1, 2... Et qu'est-ce qui te prend? Oh! J'avoue, c'est à peine du niveau 2 alarmes, 2,5 grand maximum. Je voulais juste frimer devant les enfants. Il vaut aussi la peine de noter la teneur en sodium. Une petite portion contient environ 1090 mg, soit à peu près 45% de l'apport quotidien recommandé. C'est typique de la restauration rapide, mais ce n'est rien de nouveau. D'un autre côté, si vous essayez de faire un choix raisonnable dans un contexte de fast-food, le chili de Wendy tient vraiment la route. Une petite portion fait 280 calories, une grande 370. À titre de comparaison, beaucoup de salades de fast-food, une fois la sauce ajoutée, dépassent ce chiffre. Les apports en protéines sont vraiment bons. 19 grammes dans une petite portion, 25 dans une grande. Wendy's applique un programme strict de bien-être animal pour son bœuf, incluant l'usage des antibiotiques, la durabilité et les audits des fournisseurs. Ce n'est pas sain, mais c'est mieux que ça en a l'air. Pourquoi personne d'autre n'a tenté cela? Parmi les grandes chaînes de restauration rapide, seule Wendy's propose du chili. Quelques chaînes régionales et de restauration rapide plus haut de gamme s'y essaient aussi. Si vous avez vu la vidéo Weird History Food sur le fonctionnement improbable de Skyline Chili, vous savez déjà. La chaîne basée dans l'Ohio sert du chili à la mode de Cincinnati, une sauce à la viande épicée qui se mange le plus souvent sur des spaghettis. Ce qui est tout un autre sujet de discussion. Ils sont aussi réputés pour leur hot dog au chili. Ah oui, le hot dog au chili. Petit déjeuner. Le petit déjeuner des champions. Culver's, chaîne populaire du Midwest, propose une version douce au bœuf et haricots rouges, un peu plus épicée que celle de Wendy's. Potbelly en propose une plus épaisse. Wawa et Quick Trip le proposent comme option de plat chaud. À Los Angeles, Tommy's propose depuis 1946 une approche un peu différente, utilisant le chili comme garniture de burger plutôt qu'en plat. Versé généreusement sur un steak haché dans une petite cabane à emporter sur Beverly et Rempart, qui attire une file d'attente depuis 8 ans. Mais aucun n'en a fait un pilier. Aucun n'a construit son identité là-dessus dès le début, probablement pour la même raison que Wendy's l'a fait à l'origine. Cela n'a de sens que si votre activité est conçue ainsi. Le chili est une solution intelligente au problème du bœuf cuit invendu, mais seulement si votre système est pensé ainsi dès le début. Wendy's l'a fait dès le premier jour, parce que Thomas pensait déjà au gaspillage avant même d'ouvrir les portes. La plupart des chaînes ont des systèmes et des priorités différents, et y greffer une offre de chili pose plus de problèmes que ça n'en vaut la peine. Donc quand ils préparent en trop de burgers, ils les jetteront chaque jour. Dans toutes les grandes chaînes de restauration rapide qui ne sont pas Wendy's, c'est exactement ce qui se passe. Wendy's a récemment traversé une période difficile. Weird History Food a évoqué ses problèmes dans sa vidéo « La lente et triste disparition de Wendy's », et les plaintes clients ont été constantes. La qualité de la nourriture varie selon les établissements, le personnel pose problème, et l'impression générale est que ce n'est plus ce que c'était. Les prix ont aussi augmenté, ce qui n'a rien arrangé. Je prends vraiment ça au sérieux. Mais presque aucune des plaintes ne concerne le chili.
Dans une longue liste de reproches sur ce qui a changé chez Wendy's, le chili reste au-dessus de la mêlée. Ça se sent toujours comme avant. Ça a toujours le même goût que Lauren Thomas et Charlotte Imke ont imaginé dans la cuisine de quelqu'un en 1969, avec un petit coup de pouce d'extrait de levure et d'amidon de maïs modifié. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 83 millions de portions par an rien qu'aux États-Unis. L'Ohio domine les ventes de chili, logique puisque tout a commencé à Columbus. La Floride, la Caroline du Nord, la Californie et le Texas complètent le top 5. Oui, le Texas, où ajouter des haricots dans le chili est un mal vu, est le 5e plus grand marché pour le chili de Wendy's. C'est une victoire, à tout point de vue. Certains établissements proposent une option familiale. Au Canada, la passion pour le chili va encore plus loin. Les restaurants Wendy's au Canada servent des frites au fromage et au chili, ainsi que des nachos au fromage et au chili, ce qui est une excellente idée que le reste du monde ignore. Ce qui frappe avec le chili de Wendy's, ce n'est ni la recette, ni le glutamate, ni la logique économique qui consiste à transformer les steaks hachés invendus d'hier en déjeuner d'aujourd'hui. Ce qui est assez remarquable, c'est que cela fonctionne depuis l'ouverture du restaurant avec 3 employés et un comptable sûrement occupé. Dave Thomas, orphelin ayant quitté l'école, est entré dans la restauration, a fait fortune en sauvant des franchises KFC, puis a estimé que le monde avait besoin d'un meilleur hamburger. Il a mis le chili à la carte avant même d'avoir retourné son premier burger, l'a confié à la personne qui tenait les comptes et ne l'a jamais retiré. Certaines idées sont bonnes dès le début. Qu'en penses-tu ? As-tu toujours aimé le chili de Wendy's ou son origine avec des restes de burger te dérange-t-elle ? Dis-le nous en commentaire. Et profitant pour regarder d'autres vidéos de Weird History Food.